Analyse de la pleine lune du 24 avril 2024 à 1h48, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de pleine lune en Scorpion et qui vient signer l'apogée lunaire de l'éclipse solaire en Bélier et qui, ma foi, nous ouvrait le chemin, non pas sans défi, vers un nouveau chapitre, vers davantage d'affirmation de soi, ne serait-ce que dans un domaine de notre vie. Alors, je ne sais pas comment vous avez ressenti les choses de votre côté. Vous savez que nous avons tous un thème propre et singulier, et selon là où se positionnent nos planètes personnelles, cette entrée en matière a pu nous donner une toute nouvelle impulsion, nous réinterroger franchement sur notre direction, voire tout simplement à nous bloquer temporairement pour nous permettre un repositionnement, alors peut-être un peu flou, frustrant, désagréable, mais non moins essentiel à notre évolution. Dans tous les cas, je serais sincèrement très curieuse de le savoir, alors n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Pour le moment, nous allons plonger au cœur de cette carte. Vous voyez que Pluton se situe ici au carré du Soleil et de la Lune, ce qui forme par là un grand triangle rouge. Alors cela ne doit pas nous arrêter ou nous effrayer, mais plutôt nous permettre de choisir en conscience de la voie à emprunter. C'est comme si nous arrivions à une sorte de carrefour qui nous laisse toujours le choix. Alors certes, choisir implique forcément une responsabilité personnelle, un temps de réflexion et la sagesse nécessaire pour ne pas nous tromper. Et quand bien même, si tel est le cas, n'oublions pas qu'il n'y a jamais d'erreur, mais seulement des expériences à vivre. Alors, ne perdons pas un instant circonvolution et lançons-nous dès à présent dans l'interprétation de cette carte. Allez, c'est parti. La pleine lune se trouve sur le 4e degré 18 du Scorpion. Son degré sabian nous parle de grands rochers sur le rivage qui résistent au déferlement des vagues. La dominante est l'inertie de toute règle érigée en dogme. Cette image met ainsi en lumière la résistance au changement une fois que quelque chose s'est solidifié. Alors sur un plan individuel, ces grands rochers peuvent représenter les schémas de pensée et de comportement profondément enracinés et qui nous offrent un sentiment de stabilité, mais qui peuvent aussi nous enfermer dans des cycles répétitifs. Cette stabilité apparente peut certes nous apporter un sentiment de sécurité, de contrôle sur les choses, mais elle peut aussi nous empêcher de nous aventurer hors de notre zone de confort, ce qui peut limiter notre croissance personnelle. D'un point de vue collectif, cette image soulève des questions sur la manière dont les sociétés humaines s'accrochent à leurs rochers comme aux traditions et aux structures établies au nom de cette stabilité. Cependant, là aussi, cette dernière peut devenir un frein au progrès et à l'innovation, ce qui entrave forcément l'évolution sociale et culturelle. Psychologiquement, cette notion de résistance, voire dirais-je d'un certain immobilisme, peut être perçue comme un refuge face à l'incertitude et au changement. Et pourtant, tout dans l'homme comme dans la nature n'est immuable. Nous sommes tous appelés, quelle que soit notre volonté à évoluer, ce qui, vous en conviendrez, est bien éloigné du concept même de stabilité. Et c'est bien là que nous sommes en droit de nous questionner sur ce que nous en attendons. La stabilité n'est vraisemblablement pas à confondre avec la fixité, qui finalement est bien éloignée du concept de la vie même. Nous sentons-nous réellement en paix quand tout autour de nous, comme en nous, rien ne bouge, avance, change ? Nous nous ennuierions à la mort. Et d'ailleurs, cela y ressemblerait pour de bon. La vie, au contraire, est fluide, en mouvement constant, souple, malléable, protéiforme, un peu comme à l'image des vagues, avec son flux et reflux incessant et qui vient dans tous les cas transformer ces rochers d'emblée si solides. C'est dans cette dynamique que réside certainement la clé de ce degré. La stabilité, ici loin d'être un état figé, se doit d'être perçue comme un équilibre dynamique, une capacité à s'adapter, à évoluer, tout en restant ancré dans nos valeurs et nos convictions les plus profondes. D'ailleurs, la notion de temps vient également se poser. Certes, il en faut du temps pour que les rochers s'érodent. Et d'ailleurs, les plus résistants ne disparaîtront jamais vraiment. En revanche, ils ne peuvent eux non plus rester de marbre face au courant. Il en va de même pour nous, que ce soit dans notre vie personnelle, comme dans nos sociétés, même quand ces dernières semblent inertes, paralysées, insensibles ou tristement soumises. Au bout d'un moment,
ce qui ne peut résister sera balayé, voire tout simplement refaçonné différemment. C'est pourquoi la stabilité véritable réside dans notre capacité à nous adapter aux changements tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales. C'est dans cette flexibilité, cette résilience et ce juste équilibre que nous pourrons, tel un roc, nous confronter à n'importe quelle vague. Puisque dans le fond, c'est simplement une question de confiance et de juste lâcher-prise. Dans le signe d'eau fixe du Scorpion, cette pleine lune nous pousse à explorer les recoins les plus sombres de notre être, à affronter nos peurs, tout comme nos désirs et nos pulsions les plus archaïques. Comme vous le savez, le Scorpion est associé à la transformation, à la régénération et à la passion ardente. Alors dans ce contexte, les émotions refoulées peuvent remonter à la surface, nous invitant à plonger dans les profondeurs de notre psyché pour découvrir ce qui se cache sous la surface. C'est donc un moment de puissante confrontation avec nos vérités les plus intimes, là où la lumière de la pleine lune vient comme éclairer les zones d'ombre que nous avons longtemps ignorées ou niées. Le Scorpion étant également associé au pouvoir, nous pouvons être appelés d'une manière ou d'une autre à examiner de près notre relation avec lui, que ce soit le pouvoir que nous détenons sur les autres, tout comme celui que nous accordons aux autres sur nous-mêmes. Alors cela peut ne pas être forcément très agréable sur le moment, notamment quand nous le subissons à l'extérieur, tout comme si on nous en fait le reproche d'ailleurs. Dans tous les cas, cela peut nous permettre, au-delà de cette prise de conscience, un début d'amorce pour un véritable travail de transformation. Encore faut-il le décider au risque de se le prendre en pleine poire, car avec le Scorpion, cela ne se fait jamais dans la dentelle. Alors ici, la Lune est en chute, ce qui la place dans une position relativement inconfortable. La chute est le lieu de l'humiliation, ce qui pour un luminaire tel que la Lune peut la rendre intense, mais aussi très éloignée de ses aspirations de base, qui sont la sécurité, la douceur, la réceptivité. De Yin, elle passe ici aux énergies Yang de Mars, planète maîtresse du Scorpion, tout comme celle de Pluton, son second maître moderne. Dans cette configuration, cette pleine lune peut venir réveiller des instincts primitifs, des pulsions agressives, avec un net penchant pour le contrôle, la domination et la manipulation. Voilà pourquoi il est crucial de reconnaître ces énergies et de tenter de les canaliser de manière constructive plutôt que destructrice. Le Scorpion est un signe qui encaisse longtemps, parfois très longtemps, mais quand les limites sont dépassées, le risque est un déferlement quasi irrationnel et incontrôlable. Voilà pourquoi, entre autres, ce signe est tant redouté. Ces énergies sont tellement intenses qu'elles se doivent d'être maîtrisées, ce qui n'a rien à voir avec le contrôle. La maîtrise implique une compréhension profonde et une gestion consciente de ses émotions et de ses pulsions, plutôt qu'une tentative de les réprimer ou de les dominer. C'est donc un processus subtil, exigeant et qui demande une grande introspection et un travail intérieur constant. En reconnaissant et en acceptant ces énergies, nous pouvons travailler à les intégrer, à les transcender, en cultivant un équilibre subtil entre la force et la douceur, entre le contrôle et le lâcher-prise, un peu comme à l'image des rochers du degré Sabian. Donc c'est dans cette union des opposés que réside le véritable pouvoir du Scorpion, celui de la régénération et de la transformation consciente. Alors bien sûr, dans cette carte, le travail sera d'autant plus challengeant car la Lune sera au carré décroissant à Pluton, ce qui bien évidemment va nous demander le temps nécessaire pour en décrypter les potentiels effets et surtout pour nous aider à passer la période, autant individuellement que collectivement, de la façon la plus positive, utile et nécessaire que possible. Alors commençons, si vous le voulez bien, par observer l'axe solilunaire. Comme nous l'avons vu précédemment, la Lune est ici en Scorpion, quand le Soleil est dans le signe du Taureau, puisqu'il y est entré le 19 avril, soit 6 jours avant cette pleine Lune. Ici, nous sommes amenés à explorer notre relation avec nos possessions, au sens large du terme. Le Taureau, en tant que signe de terre, incarne la stabilité, la croissance et la préservation.
Il nous rappelle l'importance de respecter les cycles naturels, de cultiver un environnement sûr et nourricier, à la fois physique et émotionnel. Donc, sous son influence, nous sommes invités à apprécier les plaisirs simples de la vie, à cultiver notre jardin intérieur autant qu'extérieur, avec soin et attention. Dans cette dynamique, le soleil en taureau éclaire notre rôle de cultivateur, ce qui nous rappelle l'importance de nos outils et de notre maîtrise pour interagir de manière harmonieuse avec notre environnement. Cela peut également symboliser notre relation avec nos possessions matérielles et notre capacité à les utiliser de manière responsable pour notre propre bien-être et celui des autres. En face, la lune dans le Scorpion nous plonge dans les profondeurs de l'âme. Elle nous pousse à explorer nos désirs les plus intimes, nos peurs les plus profondes et nos motivations cachées. Donc, sous son influence, nous sommes amenés à remettre en question tous ces attachements, nous transformer à un niveau profondément psychologique. Ainsi, cet axe solilunaire met en lumière notre relation complexe avec nos possessions, qu'elles soient d'ordre matériel, émotionnel ou spirituel. Et bien sûr, comme dans tout axe, ce dernier nous invite à trouver un équilibre entre la stabilité et la croissance du taureau, et la transformation et la régénération du Scorpion. C'est donc un moment tout à fait approprié pour évaluer nos valeurs, nos priorités, nos attachements, et pour travailler à aligner nos actions le plus authentiquement que possible. Ce qui forcément nous demande à tous de nous débarrasser du superflu pour n'en garder que l'essence même. Et d'ailleurs, cette pleine lune n'est que l'apogée lunaire de l'éclipse solaire totale en Bélier, qui venait ouvrir un chapitre 9 et nous réinterroger sur notre capacité à entamer un nouveau départ. En tant que signe de feu cardinal, nous avons été poussés à démarrer quelque chose. Mais pour cela, il nous faut bien prendre en compte la topographie du domaine sur lequel nous envisageons de le faire. Nous devons également prendre en compte ce sur quoi nous pouvons intégrer ou non dans notre carquois de néo-guerrier avant de nous embarquer dans cette nouvelle aventure avec nous-mêmes, tout comme avec le monde qui nous entoure, et qui lui aussi est poussé à entamer ce changement. La conjonction avec Chiron en Bélier, la rétrogradation de Mercure, tout comme la conjonction de Mars avec Saturne en Poisson, nous demandait là encore de ne pas partir trop vite, voire de nous en empêcher temporairement. Alors bien sûr, l'impatience, la frustration, le découragement ne devaient pas venir supplanter ces nouvelles impulsions. Là encore, toutes ces configurations sont utiles pour nous rappeler que le processus de transformation alchimique que vient réveiller cette pleine lune en Scorpion nécessite, c'est-à-dire le temps nécessaire à son élaboration la plus juste, une certaine dose de préparation, de sagesse, de réflexion. Et pour cela, le défi ne serait-il pas de venir nous confronter à notre propre pouvoir intérieur et à notre capacité d'en prendre totalement les commandes, autant matériellement que psychologiquement. Et c'est bien ce que le taureau et le scorpion viennent nous proposer à ce moment-là. Alors bien sûr, les choses ne se feront pas dans la plus grande décontraction, puisque Pluton vient se positionner au carré des deux luminaires, comme pour nous obliger à ne pas faire l'impasse sur cette étape. Alors bien sûr, cette configuration peut se manifester dans nos vies personnelles, de façon très différente. Selon les aspects de chacun, cette pleine lune ne se vivra pas de la même manière, un peu comme à l'image de l'éclipse, où certaines personnes l'ont vécu soit de façon très positive, soit beaucoup plus difficilement. Donc il me sera donc impossible de vous dire à chacun d'entre vous l'impact d'une telle pleine lune dans votre vie personnelle. Je vous en prie, soyez sûr qu'aucun astrologue sérieux, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ne peut par le biais d'une analyse générale vous donner de telles indications. Voilà pourquoi ici, je développerai bien plus l'aspect collectif, notamment quand une planète telle que Pluton est impliquée comme ça. Dans tous les cas, n'oubliez jamais que les effets de résonance entre le monde extérieur et intérieur sont intimement liés, et que ce qui se joue à large échelle nous renseigne toujours beaucoup plus sur nous-mêmes que ce que nous pourrions le penser. Et c'est pour cela qu'une analyse générale sera toujours utile pour nous donner la couleur du temps, un peu comme une météo astrale. Cela nous donne une idée des conditions dans lesquelles nous opérons et nous permet de nous préparer en conséquence. Bref, revenons-en à nos moutons. Pluton ici, au tout début du Verseau, nous parle forcément de ce qui se joue dans la sphère collective, sociétale et horizontale des choses. D'ailleurs, si nous regardons cette carte établie pour la France, nous pouvons voir que l'axe des luminaires se situe de part et d'autre sur les cuspides des maisons 4 et 10,
ce qui peut nous indiquer l'aspect très vertical des choses, puisque la maison 4 peut représenter le patrimoine, les biens du pays, et la maison 10, le pouvoir politique. Pluton, situé ici en maison 1, se pose dans la maison du peuple, et selon Hadès, la santé de la nation dans le sens du potentiel énergétique du terme. Ce qui là encore résonne plutôt bien avec les thématiques que nous avons vues juste avant. Il serait bien trop long pour développer une liste exhaustive de toutes les problématiques rencontrées en ce moment même. Pour cela, il vous suffit de jeter un coup d'œil sur les infos. Les problèmes économiques, qui dans le fond sont non seulement pour la France, mais également le reste du monde, le terreau de tous les conflits et dysfonctionnements qui nous rongent. Les notions de territoire, propres au taureau, sont également au cœur des préoccupations, que ce soit les questions de souveraineté, d'exploitation des ressources naturelles ou encore de gestion des frontières. En face, la pleine lune en Scorpion vient comme éclairer les aspects obscurs et profonds du pouvoir, y compris les dynamiques de contrôle et de manipulation qui peuvent exister dans les institutions et les structures de gouvernance. Cela peut se manifester par des révélations, des scandales politiques, des conflits d'intérêts ou des comportements abusifs qui, il faut bien l'avouer, deviennent de plus en plus visibles, voire totalement assumés. Alors il est tout à fait juste que de plus en plus d'individus ressentent ce désir accru de transparence, de responsabilité et de justice de la part de ceux qui détiennent les rênes. Que ce soit au dehors comme au dedans, nous avons ici l'occasion, une fois encore, de nous en départir, à condition bien sûr de ne pas craindre de nous détacher d'anciens modèles, de remettre en question nos actions et nos rigidités individuelles. Pluton, au carré décroissant de la Lune, vient la placer dans la situation la plus délicate qui soit, puisqu'un tel aspect lui demande un véritable détachement et une transformation profonde et radicale vis-à-vis de ses désirs personnels. C'est un aspect davantage psychologique, ce qui la place dans un travail intérieur intense de bilan, de redirection, ce qui colle parfaitement avec l'éclipse en Bélier qui nous a ouvert la voie. Chacun veut reprendre le contrôle sur sa vie, ce qui est tout à fait juste, à condition bien sûr de ne pas chercher à entraîner les autres avec soi. Le but le plus élevé de Pluton en Verseau n'est pas de prendre le collectif pour une entité unique, bien au contraire. Son but est davantage axé vers un nouveau réalignement, plus juste et égalitaire, en privilégiant les singularités de tous. Alors ici, toute la difficulté sera de parvenir à oser affirmer sa propre individualité, s'affranchir des dépendances toxiques tout en revalorisant un relationnel avec l'extérieur plus juste. Pour le moment, les tentatives extérieures sont encore très loin d'en être à ce stade, puisque l'individualisme et la recherche excessive de confort et de richesse personnelle de ce vieux monde agonisant persistent, à nous opposer en permanence ou à entretenir des rapports uniquement basés sur des intérêts pas toujours très sains ou authentiques. Il peut en être de même dans nos vies, et il n'y a rien de mal à avoir suivi ce système, à condition que nous en ayons toute la lucidité nécessaire pour choisir en conscience de persister dans cette voie ou non. Mars, le second maître de cette pleine lune, est toujours en Poisson. Il est situé ici dans l'encadrement entre Saturne et Neptune, avec qui il fera sa conjonction exacte le 29 avril, avant d'entrer dans son domicile en Bélier le lendemain. À partir de ce moment-là, la planète sera capable de pouvoir fonctionner à son plein. Mais pour le moment, elle se trouve encore dans une phase relativement confuse qui va nous demander une grande rigueur pour éviter les pièges et nous inspirer convenablement. Ici, Mars forme un sextile décroissant à la fameuse conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Comme vous le savez, leur conjonction exacte se fera le 21 avril, mais durant cette pleine lune, elle est toujours très puissante. Nous sommes, comme qui dirait, en plein dedans. Alors, au lieu de commenter chaque aspect, il serait peut-être plus utile de replacer Mars dans cette complexité de liens qu'il entretient ici avec Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus, ce qui n'est pas rien. C'est comme si la planète de l'action ressentait ce besoin ardent de liberté retrouvée, alimenté par beaucoup d'idéalisme, mais également une difficulté à agir sur le plan pratique. Tout ceci peut encore rester très abstrait, conceptuel, idéologique. Cela peut manquer de réalisme, de corps. En gros, on peut se sentir pousser des ailes et vouloir très vite sauter à pieds joints vers un horizon pour lequel on n'est pas encore totalement préparé.
L'envie est là, l'inspiration peut être immense, l'obstination, voire l'obsession également, mais cela ne suffit pas toujours. Nous pouvons au contraire nous abreuver de cela pour réviser nos stratégies, reconsidérer ce qui vient véritablement de nos tréfonds, de ce qui est juste une influence extérieure. Ici, il est fondamental de ne pas se laisser manipuler par les histoires entendues de part et d'autre, tout comme celles que l'on se raconte parfois, pour éviter de faire face à ce qui est devant nous. Pour cela, il nous faut écouter de façon honnête et solitaire notre intuition, tout en restant ancré et conscient des conséquences de nos actions passées, présentes et futures. Il est évident que nous ne pourrons jamais changer les choses en faisant avec nos vieux outils. Il en va de même avec les gens. Comment pouvons-nous encore espérer un véritable et bénéfique changement sociétal avec les mêmes figures, les mêmes types de gouvernance et les mêmes idéologies? Pour cela, la citation d'Einstein pourrait être l'un des mantras de cette pleine lune. La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Pour cela, éloignons-nous de tout ce qui n'a pas fait ses preuves, quitte à faire l'expérience de la déception. L'ego peut risquer de s'en prendre un coup, mais cela finit toujours par passer. D'ailleurs, pour revenir quelques instants sur cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus, sur lequel le maître de la pleine lune est relié, mais il ne faut pas oublier qu'en Taureau, Uranus est en chute, ce qui là encore complexifie cette configuration. Jupiter amplifie les qualités uraniennes de rébellion, de changement brusque et imprévisible dans un signe très relié aux ressources, tel que le Taureau. Dans ces conditions, il est difficile de déterminer précisément de quelle manière cela se manifestera, puisqu'avec Uranus, tout est possible et que sa qualité est de nous surprendre. Mais étant logé dans un signe qui déteste par-dessus tout le changement, et encore plus l'imprévisibilité, cela peut être vécu plus ou moins douloureusement, notamment si dans nos énergies, nous restons très rigides et dans la difficulté à faire preuve de souplesse, d'innovation et d'abandon vis-à-vis de tout ce qui peut nous sécuriser de façon concrète, tangible, stable et pérenne. Alors au vu de la configuration de Mars entre Saturne le frein et Neptune l'idéaliste, nous pouvons prendre des voies sans issue ou nous arrêter sans même avoir commencé. Nous sommes ici comme dans une sorte de zone tampon entre le passé et l'avenir. Alors pour tenter de répondre à cela de la meilleure des façons, il ne nous reste plus que le présent, qui en Taureau résonne plutôt bien. Cela ne signifie pas d'ignorer les possibilités de changement, mais plutôt de les aborder avec prudence et discernement. En faisant cela, nous pouvons éviter les impasses ou les illusions qui pourraient entraver notre progression. Voilà pourquoi plus nous serons conscients des influences planétaires à l'œuvre, au mieux nous pourrons comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés et trouver des moyens constructifs de les surmonter, sans se précipiter, mais avec calme, sérénité, optimisme, Jupiter, et sagesse. Voilà pourquoi il est temps de regarder où se situe Vénus, maître de cette conjonction en Taureau, et ne l'oublions pas, maître du nœud sud dans la Balance. Cette dernière se trouve toujours en Bélier et non loin de Chiron, avec qui elle a formé sa conjonction exacte le 21 avril. Alors comme lors de l'éclipse solaire, Vénus en Bélier est également mal positionnée, puisqu'ici en exil. Cette configuration lui demande certes une réaffirmation de ses valeurs propres, mais peut également lui poser certaines difficultés, notamment relationnelles, puisqu'elle peut avoir beaucoup de mal à prendre en compte l'extérieur, ne se référant plutôt qu'à elle-même et en ses propres besoins. Sa conjonction avec Chiron peut l'aider à en prendre conscience, quitte à lui remémorer non sans trouble que son propre rythme ne peut pas convenir à l'extérieur. Alors comment pouvons-nous gérer cela ? En nous confondant davantage dans l'individualisme forcené ou en trouvant le juste équilibre entre nos propres valeurs et celles des autres, qui même si elles ne nous comblent pas, n'en valent pas moins. Cela pourrait nous permettre de nous repositionner convenablement et de ne pas en attendre autant de l'extérieur, voire de nous rendre compte que nous ne pouvons pas recevoir ce que nous-mêmes sommes dans l'incapacité de donner. Le but n'est pas de nous fondre, encore moins de fusionner avec des choses ou des gens bien différents de nous, mais de ne pas non plus entrer en conflit avec eux. Il y a une question de tolérance et de respect mutuel dans cette configuration. Apprenons, là encore, à faire preuve de tact, notamment vis-à-vis de nos ressources partagées. Le monde ne peut pas tourner uniquement dans le sens que nous voulons.
Pour cela, il nous faut accepter de nous mettre au diapason de ce dernier pour agir librement et en toute indépendance, pour favoriser l'harmonie et la libre expression de tous. Sans cela, nos désirs ne pourront que se confronter, ce qui vous en conviendrez ne peut satisfaire personne sur le long terme. Ce qui nous fait du bien, nous contente et emplit notre cœur ne dépendra jamais que de nous. Le reste n'est que littérature ou problème d'ego qui n'ont rien à voir avec l'amour. Mercure, quant à lui, continue sa rétrogradation dans le Bélier, comme pour nous inviter à réévaluer encore et toujours toutes les problématiques de Mars dont j'ai longuement parlé. Ici, il se trouve encore non loin de Chiron, avec qui il a fait sa conjonction le 15 avril. Les problématiques de blessures d'affirmation, d'action et de communication sont toujours d'actualité et amplifient là encore toutes ces interrogations évoquées en amont. Durant cette pleine lune, il se trouve conjoint au nœud nord, comme pour souligner l'importance de réfléchir à la façon dont nous communiquons de manière autonome nos besoins, nos désirs et nos actions, et bien sûr tout en tenant compte des leçons que nous devons apprendre pour guérir nos blessures personnelles et collectives. Cela implique d'être conscient de la manière dont nos mots et nos actions peuvent avoir un impact sur notre propre croissance, tout comme sur celle des autres. Sans un mental clair et purifié de toutes ces scories, nous ne pourrons efficacement faire actionner Mars. Voilà pourquoi, là encore, cette configuration nous demande de ne pas partir au quart de tour, mais de continuer ce travail de nettoyage et de remise en question. Évitons, tant que nous le pouvons, un faux départ. Au pire, une course de raté n'est rien de moins qu'un petit contretemps, voire au mieux, un meilleur avancement. Tout dépend de la façon de voir les choses et de la manière dont nous utiliserons nos propres énergies. Alors pour terminer, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, c'est l'arcane de la lune du tarot de Marseille qui émerge, comme pour nous inviter à un juste et précieux enseignement. Cette lame souligne l'importance de regarder au-delà des apparences, de plonger dans les profondeurs de notre psyché. Elle nous encourage donc à être conscients des émotions et des désirs cachés qui peuvent influencer nos actions et nos choix, tout comme le Scorpion qui nous pousse à remettre en question nos attachements, nos motivations. La Lune nous invite ici à explorer les aspects les plus sombres et les plus secrets de notre âme. Dans cette période de transition et de changement, il est essentiel de cultiver une connexion profonde avec notre intuition et notre sagesse intérieure. Cela pourra nous permettre de naviguer à travers les défis et les obstacles avec clarté et discernement, en acceptant et en intégrant les leçons de cette lune. Nous pouvons embrasser ce processus de transformation avec confiance et assurance, sachant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité intérieure brille et brillera toujours. Là encore, tout est une question de confiance en soi et en beaucoup plus grand que nous. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra de cheminer en conscience vers cette étape de culmination intense, mais non moins fondamentale pour la suite. J'ose espérer que chacun d'entre vous puisse vivre cette période post-éclipse comme une opportunité, une ouverture sur soi-même, car malgré tout ce qui peut se passer ou se dire de ça et là, cette phase peut se révéler loin d'être plombante. Encore faut-il voir les choses d'un nouvel angle et avec des lunettes propres et bien révisées. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire comment vous traversez la période. L'espace commentaire est fait pour ça et tous vos échanges sont les bienvenus. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune alchimique et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.